Merci beaucoup, Monsieur Gouff, professeur Eric. Après Abu Dhabi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour parler un peu de cet atelier et aussi parler de réseautage parce que, comme vous l'avez dit, c'est un moment précis pour nous de pouvoir mutualiser les efforts pour aboutir un jour à la santé dans nos communautés. Donc, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette initiative de réflexion sur la santé communautaire à l'épreuve des systèmes de santé. Nous allons essayer d'aborder les mécanismes de mise en œuvre et puis les défis à relever. Je présente que je ne suis pas un fonctionnaire ni un salarié de Health Access Initiative, mais je suis un activiste de santé communautaire volontaire. Donc, tout ce que je dis ici, c'est beaucoup plus des réflexions dans le sens de pouvoir apporter un plus à l'initiative. Au cours de cette présentation, je voudrais que nous mettions l'accent sur les différences et les similitudes en matière de l'agent de santé communautaire classique et les activistes de santé communautaire. Nous allons aussi aborder les champs d'action et les domaines d'action, ainsi que les modes opératoires et les stratégies qui sont utilisées par les activistes de santé communautaire et les agents de santé communautaire classiques que nous connaissons déjà depuis la nuit des temps. Je voudrais déjà que nous retenions deux éléments essentiels. C'est que tout individu, où que nous soyons, notre objectif dans la vie, c'est de pouvoir vivre longtemps que possible et de donner le meilleur de nous-mêmes en termes de potentiel. Et depuis 1842, Chadwick démontrait déjà que entre les bourgeois et les prolétaires au niveau de l'Angleterre, nous avons des histoires. Mais ici, la différence d'âge entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise était très grande en termes d'espérance de vie. 20 ans d'écart entre les deux classes. Et que la propriété publique et l'approvisionnement en eau potable suffirait pour faire gagner 13 ans de plus aux classes défavorisées. Donc, c'est un effort qui doit être continu. Et à Alma-Ata en 1978, il est revenu et on a insisté sur le fait que ces inégalités sont politiquement, socialement et économiquement injustes et inacceptables. Et ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés, mais c'est partout dans le monde entier. Et plus récemment, il arrive à démontrer que ces inégalités sont entretenues par la distribution inégale des déterminants sociaux de la santé dans la communauté. Donc, pour agir sur la réduction des inégalités en matière de santé dans la communauté, il faudrait agir sur la distribution des déterminants sociaux de la santé. Et si nous regardons un peu quels sont les éléments qui déterminent au mieux notre santé, 80% de ces conditions échappent au système de santé traditionnel et sont essentiellement les conditions socio-économiques, les environnements, que ce soit physiques ou sociaux, et nos comportements qui déterminent le plus notre santé. Et que l'accès aux soins n'amène pas réellement la réduction de ces inégalités dans la communauté. Donc, il faudrait chercher les causes profondes des inégalités dans la communauté et agir sur ça. Mais l'histoire retiendra que même dans les temps anciens, par exemple, si on prend la Chine, lors de la Révolution chinoise, l'objectif de la mise en place des agents de santé communautaire était de pouvoir élargir les soins vers les communautés défavorisées. Au Niger, ça a été la même chose, pour pouvoir couvrir plus de monde en termes d'accès aux soins. Et en Somalie, presque même chose aussi. Toutes ces initiatives historiques ont pour but d'élargir l'accès aux soins ou bien son utilisation.
Et les dénominations, selon les pays, varient, mais la plupart de leurs missions, c'est essentiellement de combler ce vide de pénurie de personnel clinique pour pouvoir donner les soins cliniques à la population. Et il n'est pas rare de constater dans nos communautés que nous avons une multiplicité d'agents de santé communautaires selon les programmes qui existent. On a le VIH, on a la tuberculose, on a les maladies tropicales négligées et plusieurs autres programmes. Donc, dans une même communauté, vous pouvez avoir plusieurs types d'ASC qui travaillent de manière parallèle, qui n'ont pas des actions concertées. Et leur mode opératoire est très classique, dépister les maladies et les traiter et s'arrêter là. Donc, si on prend par exemple la malnutrition, il ne sert à rien de penser outre mesure aux causes profondes de la malnutrition, mais c'est de pouvoir dépister et de mettre les éléments de récupération nutritionnelle et de traiter, de s'arrêter. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus l'évolution de cette discipline de l'argent communautaire, surtout dans les pays développés, où de plus en plus on tend vers des agents qui ont des profils un peu plus pointus, qui tendent vers la promotion de la santé ou l'autonomisation des communautés, ce qu'on souhaite d'ailleurs pour que les communautés puissent elles-mêmes prendre le relais après la mise en œuvre des projets. Malheureusement, dans les pays en voie de développement, on est encore dans ce schéma de toujours mettre l'accent sur les soins médicaux et de soutien pour étendre les soins vers les communautés défavorisées et éloignées, ainsi que des zones rurales. Mais il y a près de 2 décennies, des penseurs et des chercheurs ont déjà démontré que l'amélioration et la résolution des problèmes au niveau social ne peut que provenir de la prise de conscience collective et des combats collectifs des groupes sociaux qui sont marginalisés, qui sont concernés par les problèmes. Et Rudolph, en 1848, un médecin qui plus est, avait déjà démontré que les épidémies ne surviennent que dans des conditions déplorables et délétères et qu'on peut accuser les maladies, mais elles surviennent toujours dans des conditions déplorables. Il a donc prescrit la démocratie, l'éducation, la liberté et la prospérité. Ce qui fait que, pour pas compris, mais ce qui est sûr, de plus en plus, comme je vous l'ai dit, des réflexions ont commencé et des jeunes en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, ont initié l'ONG Health Access Initiative qui oriente les actions sur les déterminants sociaux de la santé pour la promotion de la santé au niveau communautaire et l'autonomisation des communautés. Et les principes essentiels qui gouvernent leurs actions sont la justice et le droit, l'unification des communautés à la base, la cohésion sociale, les actions orientées vers le changement, la co-construction et l'autonomisation des communautés. Parce qu'il faut que chaque voix compte et aucune vie ne doit être laissée de côté. L'approche utilisée est classiquement du bas vers le haut, donc ce qu'on appelle les approches bottom-up. Et les activités de santé communautaire identifient avec les populations et les communautés à travers des écoutes, des discussions. Il y a ce qu'on appelle les arbres appalables. C'est des méthodes traditionnelles pour identifier les problèmes prioritaires des communautés, remontent ces problèmes au niveau technique auprès du groupe consultatif national de l'ONG Health Access Initiative, qui définit en collaboration avec les activistes et la communauté les stratégies pour la résolution des problèmes prioritaires identifiés par la communauté elle-même avec les activistes. Et c'est en co-créant ces stratégies, que ce soit la recherche-action participative, la collaboration, le partenariat, le plaidoyer, les marches et parfois les pétitions pour pouvoir porter la voix de la communauté et amener à résoudre les problèmes. Et dans cette dynamique, on peut être amené à aller toucher les politiques publiques et à défendre les droits des communautés,
mais aussi mobiliser les ressources si on en a besoin pour pouvoir résoudre les problèmes au niveau de la communauté. Donc, par exemple, pour le problème de malnutrition dans la communauté, on peut être amené à poser plusieurs fois la question pourquoi? Et à la fin, quand on va identifier les causes sous-jacentes qui sont les racines de cette maladie, on peut être sollicité dans la communauté à investir davantage sur les services sociaux de base comme l'éducation, l'accès à l'eau potable, le marché de proximité, le développement de l'agriculture en milieu communautaire et le renforcement de la cohésion sociale, qui sont les éléments essentiels pour réduire les malnutritions dans la communauté. Et je vous montre ici quelques exemples de leurs activités sur le terrain, des marches pacifiques pour un environnement sain, le renforcement des capacités des filles et des femmes en matière de droit et de justice, la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, parce que vous ne le savez pas, peut-être, les cycles menstruels constituent les causes de plusieurs abandons des filles dans les écoles et c'est un problème que vous devez résoudre. Il y a aussi la masculinité politique qui demande à ce que les garçons soient responsables de la protection des filles en milieu scolaire. Et l'ONG FHS Initiative travaille dans ce sens pour renforcer davantage le rôle des garçons pour la protection des filles en milieu scolaire. On pourrait dire, oui, c'est une ONG ou bien une organisation de plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mouvement. Quand j'analyse un peu le mode opératoire, c'est un mouvement national qui prône l'équité, qui change la manière de voir la santé au sens singulier, mais au sens large, en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Et de manière cyclique, si les activistes de santé communautaire continuent de travailler sur les déterminants sociaux avec la communauté, en collaboration avec les organisations communautaires qui sont là, qui existent déjà, ils vont continuellement travailler pour devenir après ce que nous appelons la diplomatie sanitaire locale. Parce que les communautés seront en mesure de porter elles-mêmes les voix et d'être autonomes. Si l'initiative continue de manière répétée et cyclique, les communautés seront autonomisées et même l'ONG peut se retirer parfois et laisser la communauté prendre le devant des initiatives. On m'a donné que 10 à 15 minutes. Je vais finir par cette conclusion pour dire qu'il n'y a aucun doute aujourd'hui que les approches du système classique de soins a échoué dans la réduction des inégalités en matière de santé. Je pense que plus que jamais, il nous faut des acteurs de santé de type nouveau pour négocier la redistribution équitable des bénéfices des nations dans les services sociaux de base. Et c'est à ça que l'ONG Health Access Initiative, qui a créé des activistes de santé communautaire, qui sont des acteurs pivots de l'organisation, s'attelle à faire. Et plus important encore, les agents de santé communautaire classiques des systèmes de santé ou des systèmes de soins, si je dois me préciser, doivent normalement de plus en plus être dans la dynamique de collaboration avec les activistes de santé communautaire. Et un jour, l'idéal serait de parvenir à une fusion entre les profils de compétences des agents de santé communautaire et des activistes de santé communautaire pour le bonheur des communautés. Parce que nous allons tous vers cet idéal qui est de donner le meilleur de nous-mêmes et le potentiel qui est en nous en révélant tous nos atouts et vivre en bonne santé et le plus longtemps que possible. Je vous remercie.